Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux pour répondre à notre rendez-vous de tous les dimanches sur votre télé, la RTGA. Aujourd'hui, je viens vous chercher pour vous amener très très loin. Je vous amène à l'extrême nord-ouest de la République démocratique du Congo. À l'extrême nord-ouest. Quand vous prenez la carte de la République démocratique du Congo, vous verrez vraiment à l'extrême nord-ouest. C'est là que je vous amène. En face de moi, nous avons Mobaïmbanga. Et là où je suis, c'est à Mobaïmbongo. Mobaïmbanga, c'est en Centrafrique. Vous vous en doutez. Donc, je suis pratiquement à la frontière entre la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Et c'est ici, je suis là sur le pont de la centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo. Construit et inauguré en 1989, cet ouvrage est aujourd'hui complètement à l'arrêt, plongeant la ville de Gbadolité et la ville environnante dans le noir. En inaugurant, ça a été inauguré par l'ancien commissaire d'État, dont l'ancien Premier ministre Kengo Adodo, devant le représentant de la République centrafricaine et de la République du Congo. En réalité, ces deux pays voisins devraient bénéficier de l'énergie électrique que cette centrale hydroélectrique allait fournir. Mais comme je venais de vous le dire, ce grand ouvrage est aujourd'hui complètement à l'arrêt. À l'arrêt, et c'est devenu juste un monument que nous regardons. Et pourtant, la potentialité hydroélectrique est là. Vous voyez la grande chute. Vous voyez, c'est formidable. C'est formidable. Un ouvrage terrible. Là où je suis, ça donne un peu de vertige. Et on se pose la question, comment on a pu réaliser une telle chose gigantesque? Mais moins de 40 ans après, tout cet ouvrage n'est plus nécessaire. Ça ne sert plus. Et pourtant, il y a moyen de régler ça. Il y a moyen de résoudre ce problème de la centrale hydroélectrique. Et je crois que c'est l'occasion pour moi de lancer un SOS auprès des autorités compétentes qui ont le pouvoir de décider sur la réhabilitation de cette centrale hydroélectrique. Il est vrai que cette centrale, dans la construction, n'était pas encore terminée. Il y avait juste 3 turbines qui fonctionnaient, mais malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Et il y avait encore 5 turbines qu'on devrait encore construire. Alors, si on réussit à mettre tout ça en marche, il est évident que cette centrale hydroélectrique, non seulement va alimenter la Centrafrique qui est devant moi et la République du Congo, mais aussi la plupart de nos provinces peuvent bénéficier de cette centrale hydroélectrique. Donc, nous sommes là assis sur de l'or, mais malheureusement, nous n'en connaissons pas l'importance. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de la centrale hydroélectrique. La centrale hydroélectrique de Mobaïmbongo constituera toute une émission à part plus tard. Mais là, nous sommes là pour parler environnement. Environnement, nous avons profité de notre passage ici pour recevoir le ministre provincial du Nord Ubangi, M. Bateza Amédée. C'est lui qui pilote aujourd'hui le secteur de l'environnement dans la nouvelle province du Nord Ubangi. Et là, avec lui, nous allons décortiquer un peu la potentialité environnementale de cette province. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est pour moi une fierté de venir à Gbadolité et de vous rencontrer. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler de potentialités environnementales de la province du Nord Ubangi qui peuvent booster le développement de cette province? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez. Et je vais commencer d'abord à remercier les autorités du pays qui aménagent beaucoup d'efforts pour qu'il y ait la sécurité, la paix
et le développement du pays de manière générale. Ça, c'est le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en deuxième lieu, je vais également remercier le gouverneur de province, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, et Maître Jean Bosco Kotongo Baton Afio, qui s'est rallié derrière la vision claire du chef de l'État, la vision éclairée du chef de l'État, et qui partage la même vision avec lui, qui essaye vraiment, qui ne dort pas la nuit, qui aménage beaucoup d'efforts pour que la province du Nord-Ubangi puisse connaître également le développement. Telle est la vision du chef de l'État. Donc je les remercie très sincèrement. Je les remercie également pour le choix qu'il a porté sur nous en nous nommant à la tête de ce ministère, qui est le ministère vital. Et nous nous remercions très sincèrement pour ça, pour la confiance qu'il a placée sur nous. Un méga ministère, la confiance qu'il a placée en nous. Vous revenant par rapport à la question posée, je vais vous dire d'emblée que la province du Nord-Ubangi est une province à vocation environnementale. Comme l'on peut constater, elle est dotée de richesses spécifiques immenses qui ne sont même pas à démontrer. Nous avons la forêt dense, humide et ambrophile au Nord-Ubangi. Nous avons des ressources faunistiques dans la province du Nord-Ubangi. Nous avons des espèces animales qui sont totalement protégées dans la province du Nord-Ubangi. En dehors de ça, nous avons également les ressources naturelles minières. Donc le sous-sol de la province du Nord-Ubangi regorge vraiment de minerais qui peut également faire en sorte que la province du Nord-Ubangi puisse y aller de l'avant. Nous avons le barrage de Mobaïmbongo. Qui est à l'arrêt. Oui, qui est en arrêt. Vraiment, le barrage peut également contribuer pour le développement de la province du Nord-Ubangi. Donc la province du Nord-Ubangi, la nouvelle province du Nord-Ubangi, c'est une province qui est dotée de ressources environnementales inévitables qui peut faire en sorte que la RDC dans son entièreté puisse connaître le développement. Oui, c'est vraiment édifiant quand vous parlez vraiment de potentialités environnementales qui sont riches, qui peuvent booster le développement de la province. Mais quand est-ce que ces potentialités seront transformées en richesse? Parce que ça traîne, cette province a été qualifiée toujours de la dernière province de la République démocratique du Congo. Et pourtant, vous venez de dire que c'est très riche. Mais quand est-ce qu'on va exploiter ces potentialités pour transformer en richesse? Bon, en fait, je vais vous dire que, monsieur le journaliste, le voyage de 1000 mètres commence toujours par 1 mètre. Alors, ce qui est important, c'est que vous puissiez commencer. Si vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas atteindre les 1000 mètres. Mais si vous commencez déjà, même si la situation est perdue, vous allez toujours atteindre la destination. Ce qui était important était que nous puissions commencer, comme nous avons déjà commencé. Et vous avez commencé par où? Bon, en fait, nous avons déjà des partenaires qui sont venus déjà dans notre province pour pouvoir mettre le peu que nous avons, ce que nous avons. Ils sont venus intervenir dans le domaine, n'est-ce pas, forestier. C'est pour vendre le crédit carbone de la province. Et avec ça aussi, ça peut faire en sorte que la province puisse connaître le développement. En dehors de, nous sommes en train de lancer... Vous voulez parler de WWC? Si, nous parlons de WWC, qui est une sigle, ça veut dire Wildlife Workers Carbon, c'est-à-dire vente au crédit carbone. Donc ils sont venus ici, c'est pour soutenir, n'est-ce pas, le projet de RED Plus, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas la réduction des émissions des effets de serre dus à la déforestation et la dégradation des forêts. Donc ils sont là déjà, c'est déjà un pas que la province de Nord-Ubangi est en train de connaître. En dehors de ça, nous lançons également... Mais il semble que ce projet a beaucoup quand même de problèmes ici. Hein? Le projet WWC n'a pas de problème parce que c'est à peine qu'ils sont en train de s'installer. Je suis en train de parler de vente de crédit carbone. Le projet n'a pas encore commencé, ils n'ont pas encore commencé à vendre le crédit carbone. Mais maintenant, là, ils sont juste à l'étape de la vente sur superficie. Ouais. Voilà un peu quand ils vont commencer à vendre maintenant le crédit carbone.
En tout cas, la province de Nord-Ubangi aura quand même des ressources financières pouvant quand même booster tant soit peu, n'est-ce pas, le développement de la province du Nord-Ubangi. Mais Voilà cette forêt-là, puisque vous parlez de cette forêt, ça s'étend sur combien de millions d'hectares? Bon, par rapport à la superficie de la province, de la forêt, par rapport à la superficie de la province, en tout cas, il n'y a pas vraiment, nous n'avons pas encore de données fiables pour vous tromper. Mais ce que nous avons comme données, c'est en fait la superficie que WWC a signé le contrat sur ça, dans le territoire de Boussinga. Là, je profite de votre micro pour vous dire que la province du Nord-Ubangi a 5 entités, donc 4 territoires plus la ville de Gbadolite. Alors, s'il faut parler de la superficie de la province du Nord-Ubangi, là, il faut penser, n'est-ce pas, connaître la superficie des forêts que le territoire de Boussinga a, la superficie des forêts que le territoire de Yakoma a, et celle des territoires de Moba-Imbongo, de Bossobolo et de Gbadolite. Donc, pour le moment, il n'y a pas... Hein? Pardon? Des forêts primaires. Oui, nous avons des forêts primaires, nous avons également des forêts secondaires. Donc, la province du Nord-Ubangi est vraiment riche de ce côté-là. Nous avons de forêts qui sont sympervirentes, ambrophiles, qui sont vraiment, vous êtes ici de l'autre côté, quelqu'un peut être à moins de 5 mètres de vous, mais vous ne l'apercevez pas. En plein jour? Oui, vous ne l'apercevez pas en plein jour. Depuis la création du monde, aucun humain n'a pénétré cet endroit. En tout cas, il y a des endroits où les humains n'arrivent même pas. Ça existe dans notre province du Nord-Ubangi. Même là où le WWC est en train, n'est-ce pas, s'est implanté pour vendre le crédit carbone, il y a certaines entités, certaines contrées où vous arrivez comme ça, il n'y a pas vraiment la trace humaine. J'ai été lors des mouvements de recensement de la population pour les préparer à l'enrôlement. J'arrive dans un village qui est dans le territoire de Boussinga, je vois le singe en train de passer. Vous voyez le singe en train de passer, mais vous êtes dans le village. Ça montre que si vous entrez déjà dans la forêt, vous ne pouvez pas apercevoir. Donc le singe était presque dans le village. Oui, le singe passe même dans le village. Ouais. Ce qui montre que vraiment la province du Nord-Ubangi. J'espère qu'on ne le tue pas. En tout cas, on peut le tuer pour besoin de la nourriture, tout ça. Mais je vous dis vraiment que, en tout cas, les singes sont là. Et surtout ceux qui sont totalement protégés, les primates qui sont totalement protégés, vraiment la population ne touche pas à ça. Oui. Mais vous avez parlé aussi des espèces animales emblématiques, endémiques. Oui. Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur ça? Oui, les espèces animales, sinon les espèces fauniques, qui sont totalement protégées, ce sont en fait des espèces animales qui sont en voie d'extinction, qui sont en voie de disparition totale. Et dans notre province, il y en a. Nous avons Okapia johnsoni, que nous appelons communément Okapi. Nous avons Pan paniskis, que nous appelons communément Bonobo. Nous avons Bonobo ici, dans la province du Nord-Ubangi. Nous avons le chimpanzé nain. Nous avons le gorille de forêt, toujours ici dans notre province. Donc il y a beaucoup d'espèces faunistiques qui sont totalement protégées dans la province. Les éléphants aussi? Pardon? Des éléphants aussi? Oh, il y a aussi des éléphants, j'avais oublié, il y a aussi des éléphants dans la province du Nord-Ubangi. Immédiatement. Des antilopes, de buffles. Oui, donc tout ce que nous avons sur la liste des espèces animales totalement protégées, nous les avons également ici dans la province du Nord-Ubangi. Oui. Il y a des articles scientifiques qui ont été publiés sur la présence de ces espèces. Jadis, on disait qu'au niveau de la rive droite du fleuve Congo, il n'y a pas de bonobos. Mais il y a des bonobos ici, il y a des okapis ici. Donc, il y a des articles scientifiques qui ont été publiés. Oui, mais sur ce plan-là, toutes ces espèces-là que vous venez de citer, comment allez-vous capitaliser pour que cela produise de l'argent et développer la province? Est-ce que vous comptez développer le tourisme? Mais comment comptez-vous faire? En fait, nous sommes en train de lancer d'appels pour les partenaires techniques et financiers qui peuvent venir déjà pour aider la province
à ce que ces ressources faunistiques ne puissent pas connaître l'extinction. Et aussi, je profite de votre micro pour vous dire, pour vous donner une information selon laquelle, d'ici là, nous allons créer une réserve naturelle protégée dans la province du Nord-Ubangi. Et avec ça déjà, ça va faire en sorte que les touristes puissent venir et ça va vraiment appeler beaucoup de gens. Et avec ça déjà, s'il y a le tourisme... Pour regarder ces éléphants, regarder les éléphants, regarder les okapis, regarder les bonobos, ainsi de suite. Et ça surtout, va faire en sorte que... regarder les forêts qui ne sont pratiquement pas visibles. C'est tout noir même pendant la journée. Oui, oui. Visiter également, regarder également la forêt de la province du Nord-Ubangi, parce qu'il y a des gens qui parlent de la forêt du Nord-Ubangi, mais ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce que ça n'est pas encore structuré. Mais il y a déjà un document qui est en cours d'élaboration qui sortira et il y aura un arrêté qui sera signé pour que la forêt puisse être déclarée réserve naturelle protégée. Et avec ça déjà, en tout cas, je trouve que nous allons connaître un décollage. Généralement, les investisseurs, ils viennent mettre l'argent et la sécurité. Est-ce que votre province est en sécurité? Je vais vous dire que la province est totalement sécurisée. Il n'y a pas de sécurité dans la province du Nord-Ubangi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a le WWC qui est venu pour vendre le crédit carbone et ils ne sont pas inquiétés. Ce qui prouve déjà qu'il n'y a pas de sécurité dans la province du Nord-Ubangi. Si l'ensemble des territoires de 5 entités qui composent la province du Nord-Ubangi, on ne vous dira pas que dans tel territoire ou bien dans telle localité, il y a des troupes, des militaires étrangers ou encore il y a des rébellions, il n'y en a pas. Donc l'ensemble de la province est en sécurité. Oui. Donc ce qui fait venir... On nous parle à Kinshasa de la rébellion, c'est les cas de Centrafrique. Ils sont juste ici. Ça c'est en Centrafrique, monsieur le journaliste. Nous parlons de la province du Nord-Ubangi qui est l'une des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas au Congo en République démocratique, nous ne sommes pas en République centrafricaine, nous sommes au Congo et il y a une barrière. Je vois les bâtiments là et leurs maisons, je crois qu'ils sont là. Ils sont là. Peut-être ils me voient là. Il y a une barrière naturelle qui n'est pas autre que la rivière de l'Ubangi qui nous sépare avec eux. Et s'il y a une guerre de l'autre côté, ça ne nous engage pas. Et je vous certifie que notre frontière, la frontière de la province du Nord-Ubangi est sécurisée par des militaires. Vous voyez, il y a des militaires, et il y a notre service de l'ANR qui nous donne des informations de manière journalière. Je vous certifie, monsieur le journaliste, qu'il n'y a pas de sécurité ici. S'il y a des partenaires... Un millionnaire peut venir ici, non, il n'a pas à avoir peur. Sans problème, il sera ici avec toute inquiétude, même s'il faut faire 10 ans ou bien combien d'années, en tout cas, il ne sera pas insécurisé. Il est chez lui. Surtout que c'est une province hospitalière. Si, c'est une province qui est vraiment hospitalière. Le tribalisme n'existe même pas ici, le racisme non plus, ça n'existe pas ici. Il n'y a pas de tribalisme. Je vais vous dire que je suis du territoire de Businga. Mais je viens d'une mission, je suis en train de sortir d'une mission de service. J'ai été dans le territoire de Yakoma, j'y ai passé 3 semaines, il n'y a pas de tribalisme, j'étais toujours chez moi. Même si je quitte là-bas, je suis à Bosobolo, je suis toujours chez moi. Donc chez nous ici, au Nord-Ubangi, il n'y a pas de tribalisme. Nous sommes vraiment très hospitaliers, nous sommes très ouverts envers tout le monde. Mais est-ce que la potentialité aquatique, le zoo, que vous avez les ressources en eau que vous avez ici, est-ce que vous en avez suffisamment, mais est-ce que c'est riche en poissons? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. La rivière, d'abord il faut signaler que nous avons beaucoup de rivières dans la province du Nord-Ubangi. Nous avons la rivière Ubangi, nous avons la rivière Ubangi, là où nous sommes. Là où nous sommes. Ouais. Nous avons la rivière Libala, nous avons beaucoup de rivières. Alors, toutes ces rivières sont riches également en poissons. Ouais. Il y a également des poissons qui sont endémiques dans la province du Nord-Ubangi. Nous avons Gambouzia SP qui se trouve tout simplement ici dans la province du Nord-Ubangi. Donc, il y a beaucoup de poissons dans notre province. C'est pourquoi là où nous sommes, si nous sortons ici, vous verrez qu'on est en train de vendre des poissons. Il y a des capitaines qui sont en train d'être vendus. Il y a des motos
En tout cas, on est en train de vendre ça. Vraiment, il y a Ngolo, avec ça toutes aussi. sortes de Oh, il y a de Nzombo. Ngolo, il y a de Nzombo, il y a presque, nous avons beaucoup vraiment. Donc je ne de- rentrerai pas à Kin main vide alors. Non, non, vous ne pouvez, si vous voulez rentrer à Kinshasa main vide, ça c'est vous. Mais néanmoins, nous vous disons que vous allez rentrer avec des poissons de votre propre gré. Donc, avec la rivière, avec nos rivières également, s'il y a des investisseurs, et en tout cas, on peut aussi connaître. Est-ce que ces rivières sont navigables? Oui, la rivière Mongala qui vient jusqu'à Businga est navigable, totalement navigable. Il y a des bateaux qui viennent, il y a des baleiniers qui viennent, tout ça, c'est navigable. La rivière qui a un peu de rapide, c'est celle-ci, la rivière Ubongi. Il y a des rapides, il y a des moellons, il y a De chute. de chute, tout ça. Ouais. C'est un peu ça qui n'est pas totalement navigable, mais avec les baleiniers, ça peut aussi passer. Hein. Les baleiniers peuvent passer. Il y a des baleiniers qui quittaient déjà ici jusqu'à Bangui. Quand vous Ouais, passez comme ça, c'est pour aller jusqu'à Bangui. ouais, ouais. Vous descendez avec ça comme ça, c'est pour aller à Bangui. Et quand vous Donc, prenez comme ça, la Vous rivière prenez comme jusque ça, là, c'est va. pour aller jusqu'à Bazoué. Il y a comment Bazouélé. Bazouélé. Ok. Donc là aussi, c'est navigable. Donc cette rivière est navigable, Oh oui, c'est et navigable. ça peut vous amener jusqu'au Bazouélé. Si, Donc dans l'ex-province orientale. l'ex-province orientale. Et va se jeter dans le fleuve. Si. Ok. Donc les rivières sont navigables, Les rivières. riches en poissons. Si. Et voilà. Mais ici, les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim, monsieur le ministre. Bon, dire que les gens meurent de faim, je ne sais pas, peut-être que vous Ils avez. ne sont pas, ou bien disons, ils ne sont pas bien nourris. Vous avez peut-être des statistiques, mais je vais vous dire que, en tout cas, les gens ne meurent pas de faim ici. Sauf qu'il y a une habitude qui, c'est que il y a de certaines personnes qui ne veulent pas se mettre au travail. Dieu a dit, même les poissons ne cultivent pas, ils ne moissonnent pas, mais ils ont besoin d'être nourris. Et pourquoi pas vous, les humains, vous ne voulez pas manger. Il y a de certaines personnes qui sont de faiblards, qui sont des inaptes, qui ne veulent pas travailler, et peut-être ceux-là peuvent, n'est-ce pas, mourir de faim. Donc chaque Mais, jour, en tout cas- quand je viens ici, Oh je ne oui. sortirai pas sans poisson. Non, non, on ne peut pas sortir ça poisson. Avec mes propres efforts, je peux pêcher et puis j'ai toujours le Oui, poisson. oui, vous voyez, bon, si vous regardez un peu là-bas, vous Bon. verrez des petits enfants Bon. qui sont en train déjà de pêcher. Ouais. Ce qui montre que tout le monde peut venir ici pêcher et sortir avec des poissons. Mais ceux qui meurent de faim, ce sont ceux qui veulent mourir de faim. Mais Voilà. Mais sinon, il paraît nous avons que... tout. Ouais. Nous avons tout ici dans la province du Nord-Ubangi. Notre sol est riche et adapté à toutes sortes de cultures. Donc avec le sol, on peut aussi mourir de faim. C'est fertile. Avec notre rivière, on ne peut pas mourir de faim. S'il y a des gens qui meurent de faim, en tout cas je me réserve pour ne pas vous dire qu'on ne peut pas mourir de faim ici, dans la province du Nord-Ubangi. Nous avons presque tout et vraiment, en tout cas, on Mais ne peut pas mourir de faim. le renseignement que j'ai, c'est que ce sont les mamans de la Centrafrique la Centrafrique qui est en face de moi, qui viennent vendre du poisson ici. Les mamans de Centrafrique viennent vendre, oui, les mamans de Centrafrique viennent vendre des poissons, mais nos mamans ont aussi des poissons, nos papas, donc la population de la province du Nord-Ubangi a des poissons. Chez eux, par moment, comme vous avez déjà dit dans votre propos, qu'il y a la guerre là-bas, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont quitté leur propre village, qui ont quitté leur propre habitat, et ils se retrouvent peut-être au niveau de la capitale. Alors le pays, donc l'arrière-pays, sinon les villages sont restés Vite. vraiment vides. Alors quand on a une quantité importante de poissons, on ne saura pas vendre ça là-bas parce qu'il n'y a pas de gens. C'est pourquoi ils préfèrent venir vendre ça Chercher chez le nous marché ici. chez nous ici. Mais ce n'est pas à dire que nous manquons de poissons. Nous avons des poissons chez nous ici, mais ça ne peut pas empêcher aussi d'autres personnes de venir vendre chez nous. D'autant plus que nous sommes une province hospitalière. Ils viennent vendre chez nous ici, mais nous ne manquons pas de poissons chez nous. Oui, vous avez parlé dans votre introduction de tout à l'heure que nous avons des minéraux dans cette nouvelle province du Nord-Ubangi. Moi, je pose cette question parce que cette province est réputée pauvre. Hein? Oui. Est réputée pauvre. Mais vous venez dire, non, il y a des minéraux. Quels sont ces minéraux?
que vous avez ici au nord Bangui? Au moment où nous parlons avec vous, monsieur le journaliste, il y a des investisseurs qui sont venus explorer une partie de notre territoire, notre province. C'est au niveau du territoire de Yakoma, plus précisément à Wapinda. Il y a vraiment des minerais. Nous avons de l'or ici, nous avons des diamants, nous avons presque tout ce qui se trouve sur la liste des minerais. Nous avons ça ici. Nous avons également réussi, dans les jours passés, je trouve que c'était en 2018, il y avait toute une délégation française qui était venue pour explorer le sous-sol de la province du Nord-Ubangi. Ça fait commencer par la province, ancienne province orientale, et après l'ancienne province orientale, ils étaient venus ici. Et vraiment, c'était la promine, la prospection minière. Alors, c'était le Français qui était venu pour faire la prospection, et le résultat, c'est que la province du Nord-Ubangi est riche en minerais. Donc, nous avons presque tout dans notre sous-sol de la province du Nord-Ubangi. Il y a quelque part déjà de l'exploitation artisanale que vous constatez déjà, mais maintenant, l'exploitation industrielle viendra quand? Oui, c'est pourquoi je suis en train de dire que nous sommes en train de lancer ces cris pathétiques à tous les investisseurs qui peuvent venir pour exploiter nos minerais. En tout cas, ils seront réussis à bras ouverts. Ce qui manque pour nous, c'est ça. Il n'y a pas exploitation industrielle ici. C'est pourquoi la province est toujours réputée pauvre, mais sinon, en tout cas, nous avons beaucoup de minerais ici. Et vous pensez que peut-être qu'on a des difficultés d'exploiter ces minerais parce que la province est totalement enclavée? Par exemple, du nord de la province jusqu'au sud, il n'y a pas de route. La route nationale, c'est impraticable. Si vous quittez Businga pour venir à Gbadolite, 140 km seulement, vous pouvez passer toute une journée. Mais aller à Yakoma, c'est encore un calvaire. Dans une province enclavée comme ça, comment les investisseurs peuvent venir exploiter, et ils vont évacuer tout ça comment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est comme j'étais en train de dire dans mon introduction que le voyage de 1000 mètres commence par 1 mètre. Le mal était qu'on ne puisse pas commencer la réhabilitation de notre route, mais comme on a commencé la réhabilitation, je vous dis qu'avec le nouveau gouverneur, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Jean-Bosco Kotongo Baton Afio, avec lui, en tout cas, la route sera praticable parce qu'ils ont déjà commencé à réhabiliter la route. Et vraiment, ils surveillent, ils supervisent ces travaux de réhabilitation routière avec une attention vraiment soutenue. Et chaque jour, vous sentez qu'ils sont en train de connaître une avancée significative. Donc, ils progressent déjà. D'ici là, les points chauds vont prendre fin. Il va terminer à réhabiliter les points chauds et la circulation sera déjà fluide. Si on termine avec l'axe Businga-Gbadolite, ça sera immédiatement axe Mobaïmongo, Yakoma, et je trouve que les partenaires n'auront pas de difficultés. Ils peuvent déjà venir parce que la route est déjà praticable. Ils peuvent venir ici dans la province et ils vont très bien circuler. Je parlais avec... J'étais en train de vous dire qu'il y a une équipe qui est venue pour explorer, n'est-ce pas, notre sous-sol. Et il se retrouve immédiatement à Yakoma. Ça montre que la route est quand même praticable, sinon il ne peut pas arriver à Yakoma et plus précisément à Wapina. Ils sont allés avec le véhicule et maintenant ils se retrouvent là-bas. Ils vont rentrer toujours avec le véhicule. Donc avec le nouveau gouverneur, Jean-Bosco Kotongo Baton Afio, avec lui en tout cas la province va être désenclavée. Alors, je parlais avec le ministre, votre collègue des infrastructures, oui, et aussi avec le directeur provincial de l'office de route, oui, qui a dit que l'obstacle pour réhabiliter des routes ici, c'est la pluie. Parce qu'il pleut abondamment ici. Il pleut abondamment ici. Mais est-ce que c'est vraiment un réel obstacle?
En fait, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Mais néanmoins, je vous dis que la vraie façon de faire une réhabilitation routière, c'est de faire ça pendant la saison pluvieuse. Là, vous avez la capacité d'identifier qu'ici, il y a beaucoup de boue, ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et quand vous identifiez ça déjà, ça vous permet déjà de pouvoir faire une réhabilitation qui va vraiment perdurer. Donc, une fois que la réhabilitation prend fin, en tout cas, la route va perdurer. Voilà un peu. Mais la pluie ne peut pas être un obstacle. La pluie ne peut pas être un obstacle pour la réhabilitation routière. La preuve, c'est qu'on est en train de travailler, non, ils sont en train de travailler. Les collègues des infrastructures et travaux publics est en train. Donc, présentement, il est à Boussinga. C'est toujours pour superviser les travaux de réhabilitation routière. Donc, ça évolue. Et je vous dis que dans les jours à venir, en tout cas, la route sera déjà fluide pour toute circulation. Vous ne craignez pas la détérioration, la dégradation, la déforestation de votre potentialité forestière à cause de l'agriculture itinérante sur brûlée? Dans la province du Nord-Ubangi, vraiment, il n'y a pas de détérioration de forêt. C'est pourquoi, vous voyez que je vous ai dit déjà à la table que vous pouvez arriver dans une forêt, ou bien dans un endroit, dans une contrée, vous arrivez comme ça, vous n'apercevez pas la trace, humaine. Donc, il n'y a pas de détérioration, sauf que il faut quand même que la population arrive, n'est-ce pas, à se nourrir. Et il va se nourrir, comme je vous ai dit, ça sera avec les travaux champêtres. Et je vous ai dit que la province du Nord-Ubangi a un sol qui est riche et adapté à toutes sortes de cultures. C'est pourquoi la population est en train de cultiver, mais ça n'impacte pas vraiment sur la superficie forestière. Donc nos forêts ne sont pas encore commencées à être dégradées. Il n'y a pas de dégradation. Il y a des activités champêtres bien sûr, mais il n'y a pas de dégradation des forêts dans notre province. Ok, pour terminer, parlons un peu de l'assainissement de la ville de Gbadolite. Êtes-vous satisfait des conditions environnementales de la ville de Gbadolite? Est-ce qu'elle est propre ou il y a encore des efforts à fournir? Merci. En ce qui concerne l'assainissement de la ville de Gbadolite, je vous dirais que la ville de Gbadolite n'est pas insalubre, comme vous pouvez constater. Vous avez circulé à Gbadolite, vous avez circulé la ville de Gbadolite. Vous ne pouvez pas rencontrer les têtes des immondices ou bien les montagnes des immondices, comme celles que nous sommes en train d'apercevoir ou bien de constater dans d'autres provinces. Chez nous, dans la province du Nord-Ubangi, en tout cas, la population est vraiment disciplinée et il n'y a pas vraiment un problème qui est sérieux concernant l'insalubrité. Est-ce que vous avez mis un service en place pour l'assainissement? Oui, nous avons des services. Nous avons des ONG également qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc, ils sont là en train de récolter. S'il y a des déchets, ils passent chaque jour pour récolter les déchets. Et là, ils amènent au niveau de là où ils doivent stocker de manière provisoire. Et après, ils acheminent ça pour qu'il y ait, par exemple, la décharge finale. Donc, ça commence d'abord par la collecte des déchets. Après la collecte des déchets, il y a le transport pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un endroit pour la décharge temporaire, sinon la décharge transitoire. Et après ça, c'est ramené pour qu'il y ait, n'est-ce pas, par exemple, l'enfouissement ou encore incinération. Donc, en grosso modo, il y a des services et également des ONG qui sont en train de travailler dans ce sens-là et vraiment la ville est salie. Oui, vous parlez de décharge finale, mais la centrale hydroélectrique ici est à l'arrêt et pourtant c'est grâce au courant qu'on peut, par exemple, transformer ces déchets-là à une valeur consommable. Mais comment on peut faire pendant que le courant n'existe pas? Bon, nous avons cette difficulté, comme vous-même vous constatez, nous avons une difficulté en ce qui concerne l'électricité. Notre centrale
hydroélectrique de Mobaïmbongo est en arrêt depuis un long moment déjà. Les travaux de réhabilitation sont en train d'être effectués. Si vous passez là-bas, vous verrez les gens, les ingénieurs sont venus, d'autres sont venus de Kinshasa, les autres sont venus de Lubumbashi, ils sont en train de travailler et nous estimons, nous souhaitons que dans les prochains jours, il y ait déjà l'électricité. Mais pour vous rejoindre, la transformation des déchets en matière utilisable, ça ne demande pas nécessairement qu'il y ait l'électricité. Il y a des déchets qui sont biodégradables et il y a également des déchets qui sont non biodégradables. Il y a des déchets dangereux. Alors, d'autant plus que la province du Nord-Ubangi n'est pas une province industrielle. Il n'y a pas d'industrie ici. En tout cas, nous, on n'a pas beaucoup de déchets non dégradables. On n'a pas vraiment de déchets non dégradables. Nous avons beaucoup plus de déchets biodégradables. On peut jeter ça sur le sol même. Mais dans 3, 4, 5 jours, ça se décompose déjà et ça commence toujours à fertiliser le sol. Donc, on n'a pas vraiment un problème en ce qui concerne la transformation. Mais si la centrale hydroélectrique sera réhabilitée, je trouve que on va commencer à recycler tous ces déchets et ça sera également, ça va se transformer en ressources réutilisables. Voilà. Monsieur le ministre, vos récits montrent que cette province peut susciter de l'espoir. Quel message vous pouvez envoyer aux ressortissants du Nord-Ubangi éparpillés à travers le monde et il y a ceux qui ont des moyens pour investir ici? Qu'est-ce que vous leur demandez pour qu'on puisse conclure notre émission d'aujourd'hui? Bon, je suis en train de demander à nos frères ressortissants de la province du Nord-Ubangi, sinon originaires de la province du Nord-Ubangi, de penser, à un moment donné, il faut penser, il faut s'arrêter, réfléchir et penser, n'est-ce pas, à sa province d'origine. Il y a des gens qui ont y retourner surtout. Oui, oui. Il y a de ceux qui ont des moyens quand même, qui se retrouvent ailleurs. Et là, ceux-là doivent penser à nous. Et surtout, en ce qui concerne le désenclavement de la ville, il y a un problème. Vous voyez, nous avons un aéroport qui jadis était aéroport international de Mwanda, mais nous avons une difficulté en ce qui concerne le vol. Les vols n'atterrissent pas de manière régulière ici. Voilà un peu, ce sont des situations. Comme ils sont dans d'autres villes, ils peuvent être à Kinshasa, il y a des sélections à Kinshasa, d'autres sont dans d'autres provinces, même il y a des ressortissants de cette province qui se retrouvent à l'étranger. Je leur demande tout simplement de penser au développement de la province. La province ne peut pas continuer toujours à être classée après les autres. Donc nous devons vraiment conjuguer les efforts ensemble pour que la province puisse connaître, n'est-ce pas, le développement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons reçu pour vous Monsieur Amédée Bateya, ministre provincial de l'Environnement, qui nous a donné de l'espoir, démontrant que la nouvelle province du Nord-Ubangi, que nous tous à Kinshasa, même en dehors de Kinshasa, nous savons que c'est une province pauvre, dernière de toutes les provinces. Et vous venez de démontrer qu'il y a de la richesse ici, il y a beaucoup d'argent ici, il y a beaucoup de minéraux ici, il y a beaucoup de potentialités ici. Mais qu'on n'arrive pas à transformer en richesse. Et votre gouvernement s'engage justement à relever ce défi-là. Donc faire des potentialités, des richesses d'ici, vraiment en une réalité. En une réalité pour que la province, non seulement que la province puisse décoller, mais faire aussi décoller le pays tout entier. Nous vous remercions et nous savons que vous allez mettre en pratique ce que vous êtes en train de nous dire et que finalement, cette province soit retirée du classement de la dernière province de la République démocratique du Congo. Donc, ça c'est un défi que vous devez vous lancer et que vous devez absolument relever. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Au revoir et à dimanche prochain.